Vous vous demandez probablement qu'est-ce que c'est ce titre. Pourtant, ce reportage sur France 2, quelques jours avant le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, est bien réel. C'est un bel exemple de désinformation. Alors accrochez-vous à votre siège, car ça vaut son pesant de cacahuètes. Le 6 janvier, on célébrera le 600e anniversaire de sa naissance. 600 ans de mystère autour de cette bergère. Déjà, on a la teneur de la vidéo. Mystère autour de cette bergère. Pour commencer, elle ne se considérait pas comme une bergère, mais on va le voir par la suite. Qui, inspirée par les voix célestes, aurait délivré Orléans des Anglais au XVe siècle. Ça commence fort. La voix off parle au conditionnel. Aurait délivré Orléans au XVe siècle. Comme si ce n'était pas le cas, alors qu'historiquement, on ne peut pas le nier. Et si en vérité, Jeanne d'Arc était un homme. Et si en vérité donc Jeanne d'Arc était un homme? Voilà le titre aguicheur. Attention, révélation choc, et on va démonter tout ça un par un avec les sources d'origine. Comme les Français n'arrivaient pas à se débarrasser des Anglais, ils ont eu l'idée d'inventer ce stratagème d'une bergère mandatée par Dieu de manière à fédérer, à redonner un sentiment national. Faire venir une bergère à 500 km, que personne ne connaît, ils auraient pu prendre une fille plus proche pour un tel stratagème. Mais bon, imaginons. Mandatée par Dieu de manière à fédérer, à redonner un sentiment national. Sur ce point, pourquoi pas? Mais attention, le sentiment national ou le roman national, c'est une idée plutôt du 19e siècle. Alors, il est assez certain que Charles VII et ses proches y ont pensé. Mais il s'agit plutôt d'une opportunité, par l'arrivée de Jeanne d'Arc, que d'un scénario inventé de toutes pièces au fin fond de la Lorraine. Mais il est vrai qu'il existait à l'époque une légende selon laquelle la Vierge de Lorraine viendrait délivrer la France. Alors je vous invite à voir cette vidéo que j'ai faite sur Merlin et les légendes avec Jeanne d'Arc. Et vous verrez que c'est très intéressant parce qu'on remonte très très loin, même jusqu'au roi Arthur. Le rôle, ça ne pouvait pas être une bergère, bien sûr, parce qu'aucun des hommes de l'époque n'aurait accepté d'obéir à une femme et roturière de surcroît. Sauf si c'est une personne envoyée de Dieu. Et le procès de Poitiers avait en partie le rôle de savoir à qui on avait affaire. Je partis avec quelques soldats pour Orléans. De plus en plus de combattants nous rejoignaient. Certains d'entre eux me surnommaient l'ange de Dieu. Les habitants de la ville assiégée espéraient une libération. Ils avaient foi en moi. D'autant qu'elle n'est pas bergère. Cette idée de bergère est surtout utilisée depuis le 19e siècle. En effet, qui, dans ce cadre, entre dans le roman national, mais qui n'a pas de fondement historique. À noter que lors du procès de Rouen, on fait référence au métier de bergère. Et elle répond par la négative, mais je vais vous donner les sources un petit peu plus tard, dans une autre partie de la vidéo. Selon ce passionné d'histoire, Jeanne s'appelait en fait Philippe, fils illégitime d'Isabeau de Bavière, la femme du roi Charles VI. Un bâtard. Sur ce point, l'auteur ne fait que reprendre les thèses loufoques de l'espion et du grand reporter, qui ne s'appuient sur rien de concret. C'est principalement des juxtapositions de suppositions et d'incohérences. Pour faire court, selon leur théorie, Louis d'Orléans, assassiné par le duc de Bourgogne en 1407, serait le père de Jeanne et la mère serait Isabeau de Bavière. Cela voudrait donc dire que Jean de Dunois serait donc le demi-frère de Jeanne et aussi le demi-frère de Charles VII, et que personne n'est au courant, pas même Jean de Dunois ni Charles. Il faut rappeler que ces rumeurs viennent principalement du camp bourguignon et des partisans du duc de Bourgogne, Jean sans peur, lui-même qui a fait assassiner Louis d'Orléans. Si Louis d'Orléans est connu pour être un homme à femme, peut-être d'ailleurs, ça reste cependant à prouver avec Isabeau de Bavière, car si cette dernière avait mauvaise réputation, principalement pour des raisons politiques plus que de mœurs, rien ne permet de dire qu'elle trompait le roi avec Louis d'Orléans. Bien sûr, on peut considérer que ses ennemis, les Bourguignons, sont une preuve en soi à ce moment-là. Ensuite, il y a bien eu un fils mort-né en novembre 1407. Mais rappelons qu'une reine n'accouche pas seule, et que le secret aurait été donc mal gardé a priori. Et alors que le couple royal ont déjà une fille, qui s'appelle Jeanne, pourquoi Isabeau de Bavière aurait repris le même prénom? Bizarre.
François Ruggieri s'appuie sur des faits troublants. Même date de naissance, 1407. La date de naissance de Jeanne d'Arc n'est pas connue aujourd'hui avec certitude. Le seul texte qui en fait référence au XVe siècle est la lettre de Boulainvilliers. Cette lettre donne d'ailleurs une date du 6 janvier 1412, mais qui reste franchement sujet à discussion, car cette lettre n'est pas banale et comporte des erreurs manifestes, mais elle a le mérite d'exister. Mais je sais d'où vient son idée de 1407. Elle vient du fait que l'un des témoignages lors du procès de réhabilitation donnera un âge approximatif de 1407. Mais évidemment, les autres témoignages ne parlent pas du tout de ça, car les témoignages de Jeanne d'Arc, un procès de réhabilitation, donnent tous un âge d'environ 14 à 17 ans, sauf donc cette personne. En tout cas, si elle était née en 1407, elle aurait eu donc 22 ans lors de son arrivée à Chinon. Et à moins d'avoir trompé son monde, c'est peu probable. D'ailleurs, elle même dit qu'elle a environ 19 ans lors du procès de Rouen, et elle donne même le nom de son prêtre qui l'a baptisé, Minet. Et si on veut entrer dans le même délire, on pourrait dire que Bernard Minet est son prêtre. Moi, je m'appelle Bernard Minet, heureusement que beaucoup fait. Une force physique hors norme. On ne sait pas grand-chose du physique de Jeanne d'Arc, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle était résistante, résiliente et mangeait peu. Elle jeûnait souvent, mais en aucun cas, on dit qu'elle a une force physique hors norme. D'où ça sort, là encore, mystère. Et un comportement digne d'un prince chef de guerre que son entourage cherchait à justifier. En fin de journée, le personnage demandait aux hommes qui l'entouraient de lui ramener des filles, et surtout pas les vieilles, précisait-il. Bien aussi, on se demande sur quelle base historique il se réfère. Et les témoins de Don Rémy parlent de Jeanne d'Arc lors de son enfance au village. Ils auraient bien vu qu'elle était un garçon. D'autant qu'elle a été fiancée et qu'un procès à sa demande a été fait dans la ville de Toul pour annuler ses fiançailles qu'elle ne souhaitait pas en définitive. Peut-être d'ailleurs imposé par ses parents pour éviter qu'elle parte voir le roi. Procès d'ailleurs qu'elle va gagner, donc à moins qu'à l'époque on accepte dans l'église le mariage homosexuel, c'est difficile à accepter. Ensuite, il y a eu des vérifications de sa virginité du côté français, lors de son arrivée à Chinon, mais aussi par les Anglais à Rouen. Les Anglais auraient-ils menti? S'ils avaient pu voir qu'elle était un homme, ils n'auraient pas manqué de le faire savoir. À noter qu'un lord anglais a tenté de la violer dans sa prison de Rouen. Les Anglais seraient-ils donc tous homosexuels? Déjà, lors de son trajet entre Vaucouleurs et Chinon, elle dormait avec des hommes. Jean de Metz notamment et Bertrand de Poulengy. En tout cas, pas le choix vu le trajet périlleux. Et puis ça permet de faire des économies d'hostellerie. À Orléans, en effet, elle dort avec la femme de son logeur. Il est évident qu'elle n'allait pas dormir avec des hommes si elle veut garder son statut de vierge. C'est d'ailleurs pareil à Chinon, puisque lorsqu'elle revient à Chinon après son procès de Poitiers, elle dort avec une bonne femme. En tout cas, elle loge chez une bonne femme. On n'est pas tout à fait sûr qu'elle dormait avec. Mais ça ne veut rien dire. Quelle est cette idée? C'est assez étrange. Alors ils disent oui, mais tout ça c'était pour se tenir chaud, etc. Ça n'a aucun sens. On ne demande pas à des soldats de vous ramener des filles pour avoir chaud. Ici, l'auteur nous fait une belle pirouette. Il essaye de faire croire que des historiens lui auraient dit que Jeanne d'Arc préférait dormir avec des femmes pour se tenir chaud. Alors, évidemment, dit comme ça, on peut se dire, bah ouais, c'est totalement absurde, évidemment. Mais écoutons la réponse d'un historien juste après. Des faits que réfute ce spécialiste de l'histoire médiévale, habitué à analyser les nombreuses théories qui sont régulièrement publiées sur Jeanne d'Arc. Effectivement, elle partage les lits, et comme c'est une vierge prudente, chaste, elle préfère partager le lit d'une femme que le lit d'un homme. Donc voilà. Alors Jeanne, homme ou femme, le doute avait germé chez certains peintres. Encore une fois, ici, on comprend bien la teneur de ce pseudo-reportage et enquête, avec une musique bien intrigante, et puis prendre comme argent comptant des peintres qui ne l'ont jamais vu, c'est assez étonnant. Et les minutes de son procès posent aussi des questions. Selon François Ruggieri, ce n'est pas Jeanne qui a été jugée, mais une prostituée pour masquer la supercherie. Pourquoi une prostituée se ferait passer pour elle? Quelle comédienne, Incroyable cette fille. Elle va crier Saint-Michel, Jésus, et puis brûler vive pour satisfaire on ne sait qui. Pourquoi faire un procès aussi long de plusieurs mois, de mettre autant de moyens pour la garder
et éventuellement éviter une évasion ou une tentative pour la libérer, non, je comprends pas. La personne jugée ne connaît ni son nom, ni son âge. On se demande vraiment si cet auteur a eu le procès un jour. Voyons ce qui est écrit dans le procès le premier jour, le 21 février 1431, dans un procès public, donc devant des Rouennais, et l'Université de Paris, donc devant de nombreux témoins. Oh merde! Oh, c'est con ça! Après avoir prêté serment, Jeanne répond à la question de Pierre Cochon sur son âge. Votre âge ? 19 ans, je pense, environ. Rappelons qu'à l'époque, il n'y a pas d'état civil, ni d'acte de naissance. Au mieux, il y a un registre paroissial des baptêmes. Registre qui d'ailleurs souvent disparaissait dans les affres de la guerre de 100 ans, et en plus n'était pas obligatoire. C'est seulement en 1539, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qu'il y a eu obligation d'inscrire les baptêmes et les actes de décès, appelés alors sépulture. Il est donc normal de ne pas avoir de date précise. Sur le nom de famille, donc patronymique, il n'était pas utilisé comme aujourd'hui. Donc rien d'étonnant, elle va pas dire je m'appelle Jeanne d'Arc comme vous vous appelleriez avec votre nom et prénom. Mais pourtant, elle donne bien le nom de son père et le prénom de sa mère. Mon père s'appelait Jacques d'Arc et ma mère Isabelle. Elle connaît donc très bien ses parents et en plus, elle donne le nom de son village de baptême, Domrémy, et je le rappelle, on se fait baptiser en général dans les 2-3 jours après la naissance. À la boulette. Rappelons aussi que les Anglais et les Bourguignons ont mené des enquêtes sur place à Domrémy et dans les alentours. Ils n'ont rien vu de spécial et semblent ne pas en faire état. Car très clairement, si l'Université de Paris et les Anglais avaient pu avoir des éléments qui pouvaient semer le doute, ils l'auraient dit. Ça aurait été contributif au procès. On dit n'avoir jamais été à Domrémy, dit ne pas savoir son... Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Là aussi, allons directement au procès. Qu'est-ce qu'elle dit, Jeanne ? Je suis né au village de Domrémy, qui est tout en un avec Greux. C'est à Greux qu'est la principale église. Sa réponse démontre assez facilement qu'elle connaît très bien Domrémy et qu'elle connaît la situation géographique de Domrémy, qui est un petit peu particulière, car en réalité, Domrémy est coupé en deux. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur la maison de Jeanne d'Arc, que vous pouvez voir dans cette chaîne, et vous en saurez un petit peu plus. Dit ne pas savoir sur quoi on va l'interroger, ne connaît rien. Encore une fois, lisons ensemble le procès. Toujours le premier jour en procès public. Là-dessus, nous avons requis que l'accusée devait prêter serment sur l'évangile et qu'elle devrait dire la vérité. Jeanne répond alors qu'elle ignore la matière de l'interrogatoire. Peut-être me demanderiez-vous telle chose que je ne dois pas vous dire. Et là, Pierre Cochon, il demande à Jeanne de prêter serment et de dire la vérité. Là encore, il faut rappeler que c'est une captive de guerre et prisonnière de guerre, qu'elle n'a aucun avocat et que ne connaît pas sur quoi on va l'interroger. En plus, elle est manifestement bien isolée. Elle n'est pas en prison parce qu'elle a fait quelque chose de mal et qu'on la juge pour ça, mais bien en tant que prisonnière de guerre. En clair, elle ne comprend pas pourquoi l'Église doit la juger. Et elle répond assez justement qu'elle ne leur répondra pas sur tous les points, et non comme lui dit cet auteur fallacieux, elle ne connaît rien. Ce à quoi on lui demande d'ailleurs de prêter serment sur la Bible. Il faut bien s'imaginer qu'elle se retrouve seule au milieu d'un parterre accusatoire, sans connaître l'objectif de l'interrogatoire. On peut donc comprendre ses réponses, tout à fait d'ailleurs assez bien construites et très loin de la folie que Luc Besson a tenté de faire passer dans son film. N'a jamais dit n'avoir jamais gardé les moutons. Voyons ce qui est écrit dans le procès. Interrogateur, ne conduisiez-vous pas les animaux au champ ? Jeanne, j'ai répondu déjà à cela depuis que je fus un peu grande et que j'eus l'âge de discrétion, qui est probablement la puberté. Je ne gardais pas les bêtes communément, mais j'allais bien les mener au pré ainsi qu'au château nommé l'île. Pas crainte, notamment des hommes d'armes. Dans tout mon jeune âge, je ne me rappelle pas si je les gardais ou non. Donc là, ce qu'elle veut dire, c'est simplement que c'est pas sa fonction principale. Elle aide ses parents de temps en temps, comme n'importe quel enfant de son âge, mais ce n'est pas une bergère, elle n'a pas cette fonction-là, ce n'est pas son métier. Et c'est important parce qu'au procès, on lui pose la question, car les bergers, au temps de la Bible notamment, sont considérés comme impurs, donc on essaie de savoir si on peut trouver encore quelques moyens d'accusation contre elle. C'est donc un petit peu terrible qu'au 19e siècle, on dit qu'elle est bergère. C'est pas du tout sa fonction. Ok, elle a gardé de temps en temps les animaux pour ses parents pour les aider, mais ce n'était pas son objectif.
Un mystère de plus pour cette héroïne qui a inspiré de nombreux cinéastes. Cette version de l'histoire, c'est sûr, pourrait servir de base à un nouveau scénario. Quel est l'objectif de ce pseudo-reportage? Eh bien, c'est probablement de semer le doute dans l'esprit des téléspectateurs. Donner l'impression qu'il y a eu une enquête, qu'un journaliste s'en est occupé, qu'une personne sérieuse a des éléments troublants. Tout en donnant une contradiction pendant quelques secondes, comme faire valoir une enquête sérieuse et contradictoire. Historien en grec veut dire enquête, notamment. Ici, on n'a pas une enquête, mais bien des inventions et au mieux des interprétations erronées. Il est assez inquiétant, de mon point de vue, qu'un reportage bidon, à l'heure de grande écoute, de vouloir saper l'histoire de France par des imbécilités et par mercantilisme. Car le but de l'éditeur, de la journaliste probablement et de l'auteur, est bien évidemment de se faire de l'argent en surfant sur les 600 ans de Jeanne d'Arc, quitte à dire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle souvent de fake news, de fact-checking, mais comment une chaîne nationale de cette ampleur peut laisser un reportage de cette manière passer à la télévision aux 20h, c'est une grande question. Alors, évidemment, cette chaîne ne se résume pas à ce reportage. En tout cas, se poser des questions, justement, remettre en cause des éléments est tout à fait naturel en histoire. Encore faut-il que ça soit fait dans un minimum d'objectivité et de sérieux sur les sources. Mais ici, malgré quelques précautions d'usage de la journaliste pour faire semblant, on voit bien que l'objectif de ce reportage est de semer le doute dans l'esprit des téléspectateurs. Et vous, que pensez-vous de ce pseudo-reportage? Pensez-vous également que c'était un homme? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.